Vous verrez que, comme me dit le président, je suis l'écologue de service, mais c'est l'écologie qui va être élargie un peu aux considérations d'ordre humain. Ce que je vais faire, en parlant de concilier nature, usage et production, on ne peut pas dissocier les processus naturels des processus socio-économiques qui accompagnent toutes ces choses-là. Donc je vais vous en parler un petit peu. Ce que je vais faire, je vais brasser large dans les échelles de temps et d'espace, comme vous allez voir, pour essayer de situer un peu nos propos dans le contexte actuel. Alors, j'ai intitulé mon truc « Faire vivre les humains et la forêt ». Le problème, il est là. Comment maintenir les processus naturels en forêt tout en conservant les prérogatives légitimes de ce que souhaitent les humains. Alors, je vais vous faire ça en 6 points, relativement rapides, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de trucs à vous dire et j'ai pas beaucoup de temps, donc on pourra en parler un peu après. D'abord, les déterminants bioclimatiques de la forêt méditerranéenne, c'est quelque chose de très, très général, et je vais aller très, très vite, je vais passer très vite là-dessus. Ensuite, ce qui anime la forêt, anime la forêt depuis toujours, depuis des millions d'années, ce qui a structuré la forêt, ce sont des cycles sylvigénétiques qui sont initiés par des perturbations, voilà, perturbations naturelles qui sont le fondement même d'un point de vue écologique évolutif de l'histoire des forêts. Ensuite, quel est le poids des usages, le poids des usages par les humains dans la forêt, qui joue un rôle éminent dans la structuration actuelle de la forêt méditerranéenne. Ensuite, je vais vous parler un peu d'une rhétorique qui a émergé après la conférence de Rio de 1992, comment on passe des fonctions écosystématiques à des services écosystémiques. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour comprendre comment aujourd'hui on traite de la biodiversité, si vous voulez. Ensuite, je vais vous parler un peu des nouvelles normes d'appropriation ou de domestication, si vous voulez, des écosystèmes forestiers dans cette évolution qu'on note aujourd'hui et à laquelle on donne un nom. On parle d'anthropocène. L'anthropocénisation de la nature est quelque chose qui est très prégnant, notamment dans la conduite des politiques publiques. Et puis voilà. Bon, alors, les déterminants bioclimatiques de la forêt méditerranéenne, c'est pas difficile à comprendre, on en a parlé maintes fois, j'y reviens pas. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est la diversité des types de forestiers et des essences forestières de la Méditerranée, bon, on ne revient pas là-dessus, qui s'expriment notamment le long des gradients d'altitude. Vous savez que le bassin méditerranéen est bordé par des chaînes de montagnes. Et ce qu'on appelle méditerranéen, c'est que d'un point de vue bioclimatique et méditerranéen, c'est en gros tous les espaces qui s'étendent entre le sommet des chaînes de montagnes et la mer. Voilà, tout autour du bassin, en Afrique du Nord et en Europe, en Méditerranée d'Europe et du Moyen-Orient, c'est ça. Voilà, c'est ce qui va du sommet des montagnes à la mer. Et puis cette diversité, elle est aussi exprimée d'un point de vue évolutif par la diversité des essences méditerranéennes, puisqu'on compte en gros une trentaine d'arbres structurant les forêts dans la ceinture némorale, en gros la grande ceinture des feuillus de l'hémisphère nord, alors que dans l'espace méditerranéen, on monte jusqu'à plus de 130 espèces d'arbres structurant les forêts. Donc une diversité topographique, physiographique et aussi taxinomique qui caractérise la Méditerranée. Avec, alors ce que je vous disais, ce gradient qui parle du mésoméditerranéen. On n'a pas de thermoméditerranéen en France, mais on a du mésoméditerranéen qui est bien représenté jusqu'à l'altiméditerranéen, par exemple, sur le sommet des montagnes. Et c'est aussi du méditerranéen, bien sûr. Voilà, alors cette diversité d'essences, la voilà, elle se matérialise donc par tout ce qu'on connaît et qui, comme Pierre l'a dit, nécessite une diversité de prise en compte, une diversité de gestion et de modes d'appropriation et de gestion des systèmes. Alors, je vous disais tout de suite que les perturbations, je vous ai parlé plusieurs fois,
les perturbations sont le moteur des cycles sylvigénétiques et les perturbations sont à l'origine de la diversité et de la dynamique du système. Alors les perturbations se caractérisent par un certain nombre de paramètres qui définissent un régime de perturbation qui est différent d'une région à l'autre. Et ce régime de perturbation, il est déterminé par la nature des perturbations, l'espace concerné, la récurrence et l'amplitude. Voilà. Et tout ça, ça définit un régime de perturbation qui est différent en région méditerranéenne de ce qu'il est en région némorale, de ce qu'il est en région tropicale, de ce qu'il est en région boréale. Et alors, à chaque région, son régime de perturbation, dont les fonctions sont éminentes, elles sont évolutives, puisque ce sont les perturbations qui déterminent les pressions de sélection génératrices d'innovation évolutive. On peut démontrer que les mécanismes de spéciation, que ce soit des plantes ou des animaux, sont à l'origine provoqués par des systèmes de perturbation qui bougent l'environnement et qui permettent à des régimes de pression de sélection de s'exprimer pour former des espèces. Bon. Et puis, elles sont évidemment écologiques, puisque ce sont les perturbations qui assurent la régulation de la diversité biologique qui est léguée par l'histoire. On peut parler de ce qu'on appelle l'héritage. L'héritage évolutif, c'est ce qui a fait qu'on a 130 espèces d'arbres dans le bassin méditerranéen, qu'on a 360 espèces d'oiseaux, qu'on a 125 espèces de mammifères, etc., etc. Eh bien, tout ça, une fois que c'est été créé par l'évolution, c'est entretenu par l'écologie. Ça, c'est la dimension du temps, si vous voulez, des millions d'années. Et puis ça, en gros, c'est la dimension de l'espace, cet espace étant hétérogène et l'hétérogénéité étant due aux perturbations. Voilà, produit de millions d'années d'évolution. En gros, c'est ça. Je pourrais parler pendant 2 heures des perturbations, mais évidemment, je ne le ferai pas. Mais alors, le résultat des perturbations, c'est que il ne faut pas parler de forêt. Moi, on peut parler d'un domaine forestier. Voilà. Et l'ensemble des stades successionnels, entre ce qui est complètement dénudé là et la vieille forêt, c'est un domaine forestier. Pour moi, la forêt, c'est tout ça. Parce que ça n'est plus forestier au sens des forestiers. Les forestiers, ils parlent de ça. Mais nous, les écologistes et les évolutionnistes, on parle aussi de ça. Parce que ça a été boisé, ça pourrait redevenir boisé. En tout cas, sur le long de la flèche du temps, ça fait partie de la forêt. Donc la forêt, c'est tout ça. Alors là-dedans, pour les gens, et puis ça varie évidemment selon les échelles. Alors pour les gens qui sont un peu férus d'écologie actuelle, ils parlent de biodiversité, de diversité alpha, bêta, gamma, étant entendu que les diversités alpha et gamma, ce sont des diversités de situation, alors que la diversité bêta est une diversité de transition. Voilà. Alors on peut très bien, le long d'un gradient successionnel qui se développe sur plusieurs siècles, si vous voulez, tout à fait définir les modalités de passage d'un type de diversité à l'autre. Bon, j'insiste pas là-dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'insiste beaucoup sur le fait que les perturbations, y compris les incendies, font partie d'un système qui secoue en permanence le système, et le fait que le système soit secoué lui permet de vivre. C'est une condition sine qua non. Voilà. La preuve, par exemple, c'est que voilà une vieille forêt, c'est une vieille forêt en Corse, c'est la forêt du Fango en Corse. C'est une vieille forêt qui actuellement est magnifique. On dit que c'est la plus belle futaie de chêne vert de France, et c'est en partie vrai. Il y en a d'autres. D'ailleurs, elle n'est pas complètement naturelle, mais enfin ça c'est une autre histoire. Voilà, ça c'est une vieille futaie, la belle futaie de chêne du Fango. Ben, cette vieille futaie, elle pourrait changer de structure, se rajeunir, si vous voulez, en passant à un taillis, ensuite en passant à un maquillot, ensuite en passant à un truc beaucoup plus, ce qu'on appelle le dégradé. Alors, est-ce que ça, c'est de la dégradation? C'est de la dégradation pour les gestionnaires, pour le temps court, c'est de la dégradation. Mais pour le biologiste, pour l'écologue, si vous voulez, c'est pas de la dégradation, parce que dans le haut, c'est-à-dire dans la partie
la moins dégradée, la plus forestière, ici, vous avez de la pivoine. Hein, et puis, dans la partie la plus basse, vous avez des thérophytes, vous avez des plantes annuelles, vous avez des orchidées de ce type-là. Bon, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle dans le patrimonial maintenant. Hein, c'est choyé par les protecteurs de la nature, hein, par les gens qui s'intéressent à la biodiversité. Et ça n'existe que parce qu'il y a eu des perturbations qui ont créé, à un moment donné de l'histoire, les conditions favorables à leur différenciation et qui maintiennent leur existence au jour le jour aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon, donc ça, c'est complètement majeur. Et j'en ai terminé avec cet aspect un peu naturel. Non, pas tout à fait. Alors, voilà, en gros, ça, c'est un peu des fondamentaux sur lesquels on pourrait discuter très longuement, mais j'en dirai pas plus pour le moment. Alors maintenant, la forêt méditerranéenne, Pierre l'a bien dit, elle a été, au cours du temps, au cours de l'histoire, elle était l'objet de multiples usages, très nombreux usages, qui sont manifestes dans les séries chronologiques. On retrouve des traces d'activités humaines qui sont très longues, bon, qui débutent au néolithique, voilà, il y a à peu près 6000 ans. Le 6000 ans, c'est le début de la déforestation massive. Voilà les profils polyniques qu'on voit ici dans les séquences méditerranéennes. Ça, c'est une séquence méditerranéenne. On voit qu'entre 9000 BP, 9000 avant le présent, qui correspond à l'aube de l'Éocène, c'est-à-dire ce qui a succédé à la dernière glaciation, et 5000 ans, 5000 BP, c'est l'optimum atlantique. On a une forêt qui était en train de se reconstituer, qui n'a jamais atteint le stade qu'on appelait autrefois climatique. C'est une notion qui est un peu dépassée maintenant, parce que dès que la forêt a commencé à se remettre en place, à la suite du dernier épisode glaciaire, les populations humaines qui étaient là, les populations du néolithique terminal et du cardial, ont commencé à déforester d'une façon massive. Et cette déforestation, elle a abouti à ce qu'on a eu au cours de l'histoire, hein, et qui se traduit par une multiplicité d'usages de la forêt. On a les forêts de subsistance à usage industriel, production de bois, forêts sanctuaires, etc. Tout ça, ça a été admirablement décrit et documenté par André Corvol, l'historienne des forêts, des très beaux travaux, et qui témoigne du fait que l'anthropisation de la forêt, c'est un phénomène qui s'inscrit dans la durée et qui fait que ce qu'on appelle la forêt primitive ou la forêt naturelle, c'est un mythe. Ça n'existe pratiquement pas. Hein, au moins dans nos régions, ça n'existe pas réellement. Voilà. Ça, c'est donc la diversité des usages. Et cette diversité des usages, elle s'exprime aussi par la diversité de ce qu'on fait dans la forêt,
Tout ça, ce sont les produits qu'on extrait de la forêt. D'abord, la fabrication du verre. Vous savez qu'à la période médiévale, au Moyen-Âge, à l'époque de la construction des grandes cathédrales, la fabrication des vitraux, donc du verre de vitrail, a nécessité la mise à nu de milliers, de dizaines de milliers d'hectares de forêt. Hein. Alors, il y avait le verre, mais il y avait aussi le fer. Et puis, tous ces produits forestiers qui sont déclinés ici, le pâturage qui a joué un rôle éminent, qui serait d'ailleurs bon de rétablir un peu plus maintenant, la viticulture, etc., etc. Alors, dans tous ces produits forestiers, on a quelques exemples ici. Voilà, ça, les champignons, c'est pour les gourmands, mais c'est pas inutile non plus. Et puis, vous verrez que tous ces usages ici, dont on trouve des traces dans l'histoire, dans les documents qu'on trouve sur le terrain ou dans la littérature, ces usages, ils sont transformés maintenant en dont je vais vous parler un tout petit peu plus tard, dans ce qu'on appelle les services écosystémiques. Voilà. Alors, ça, c'est donc pour témoigner que la forêt est anthropisée depuis toujours. Alors, maintenant, des fonctions écosystématiques au service écosystémique. Vous savez que dans la rhétorique de la biodiversité, on a beaucoup parlé de biodiversité, alors avec les définitions qui ont été données, par exemple dans la Convention sur la diversité biologique de la conférence de Rio, en disant que ce sont des entités qui sont soit des gènes, soit des populations, soit des espèces. Mais de plus en plus, on considère que la biodiversité, ce sont des services. Ce sont des services, et le mot service dénote bien l'utilisation par les humains qui sont faits de quelque chose de naturel. Alors, des fonctions et services. Voilà un petit dessin qui vous montre ce que c'est. Les écosystèmes, un écosystème forestier par exemple, il est caractérisé par des structures physiques de l'allure de la forêt, les strates du volume forestier, les arbres, etc., les strates arbocées, arbustives, mucinales, etc. Ça, c'est des structures. Et ces structures, elles ne fonctionnent parce qu'il y a des processus biologiques, écologiques, qui définissent ces structures et qui les font fonctionner. C'est un peu la dimension écologique des perturbations dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, la pollinisation est une fonction. C'est une fonction essentielle, majeure, indispensable à la survie de la forêt, tout comme la dispersion des diaspores végétales. La dispersion des graines qui est faite par les fourmis ou par les oiseaux, c'est une fonction. Et un certain nombre de ces fonctions peuvent être valorisées par les humains qui parlent alors de services. Et les services, c'est la main de l'homme qui puise dans l'écosystème en bénéficiant des fonctions pour vivre, survivre et voilà. Alors les sociétés, donc, alors les fonctions sont transformables en services potentiels et qui sont utilisés par les sociétés, et les services, ce sont les biens d'usage et de non-usage avec les valeurs. Voilà, des fonctions et services. Alors, la tentation a été grande et elle a été faite, tout le monde a sauté à pieds joints là-dessus, pour transformer les fonctions et les services, pour les mettre dans le champ de l'économie. Hein ? Monsieur le Président en sait quelque chose, lui qui est économiste. Bon, alors, ça a été pris par les économistes, c'est rentré dans le champ de l'économie. Les gens sont rentrés à pieds joints là-dessus. Ça, c'est un document qui a été puisé dans un rapport qui avait été demandé à Bernard Chevassier-Louis, que vous connaissez peut-être, par le Premier ministre de l'époque, qui était François Fillon, qui a planché pour faire une évaluation de la valeur économique totale de la biodiversité, d'une manière générale. Alors, il n'y a pas que chez Chevassier-Louis, mais dans le monde des économistes, on distingue souvent les valeurs, les biens d'usage et les biens de non-usage. Dans ce qui est les biens d'usage, il y a la valeur d'usage direct, comme la nourriture, les bois, la biomasse, les externalités de la forêt, hein, avec toutes des fonctions indirectes, comme les fonctions de protection, les fonctions écologiques, les fonctions
hydrologique, tout ça on est dans les fonctions encore. Hein. Voilà. Et puis les valeurs de non-usage, la valeur d'héritage et la valeur d'existence. Des philosophes se sont emparés de la notion de valeur d'existence pour beaucoup travailler de manière intelligente et très approfondie sur ce qu'est la valeur d'existence, voilà, etc. Et vous remarquez que la tangibilité, si vous voulez, l'aspect rémunérable, si vous voulez, l'aspect direct de prise en compte, notamment dans les négociations, diminue de la gauche vers la droite. Voilà, les valeurs de non-usage, valeurs d'existence, valeurs sur les espèces menacées, sur les notions de patrimonialité, toutes ces notions-là étant moins tangibles d'un point de vue économique que les valeurs d'usage. Voilà. Alors, évidemment, quand on applique ça à la forêt, on arrive à estimer ce que représente en valeur monétaire la forêt. Pour la forêt méditerranéenne, dans le même ouvrage de Chevassus-Aulouis, voilà, on trouve dans les fonctions transformées en services, les services de prélèvement, ici, voilà, le bois par exemple, les services de régulation, la fixation du carbone par exemple, les services de régulation, bon, il y en a plein, les services de régulation, et puis les services culturels, la promenade, la chasse, avec un total qui a été estimé, c'est complètement pifométrique, ça ne veut rien dire pour beaucoup, hein. Pour moi ça ne veut rien dire par exemple, mais c'est quand même comme ça, hein. Je ne sais pas ce que Jean-Paul en pense. La forêt méditerranéenne, en gros, vaut 970 hectares, 970 euros par hectare, avec une fourchette évidemment énorme entre 500 et 2000. C'est sûr que un hectare de cédré du Ventoux, ça vaut, entre guillemets, probablement plus qu'un hectare de méchantaillis de chêne vert. En gros. Mais voilà, voilà, en gros, quelle est la problématique du monde économique concernant la forêt. Avec ici une analyse qui est très intéressante, qui a été faite par Merlot et Croix-Touroux en 2005, et qui montre pour de la forêt méditerranéenne les différents usages qui en sont faits. Alors la fixation de carbone, puits de carbone, ici, voilà, 5%. Voilà, 5% de la forêt est valorisée pour le stockage du carbone. Les valeurs de non-usage, par exemple, les réserves naturelles, les îlots de vieillissement dans la vieille forêt. Et puis, vous voyez que les services, les produits forestiers boisés, ici, voilà, ça représente quand même 35%, mais pas plus de 35%, un peu plus du tiers, avec le bois, le gros œuvre, le bois de menuisier, ici, le charbon de bois, les boulettes de bois pour alimenter les chaudières, etc. Bref, voilà, on a une économisation de la forêt qui traduit le fait que la forêt est anthropisée et valorisée de cette manière-là. Alors, cette réflexion-là, enfin, la valorisation économique, quand on l'inscrit dans la durée, on s'aperçoit que la forêt méditerranéenne est passée par toute une série de stades. Bon, jusqu'au milieu du 19e, si vous voulez, on avait globalement des systèmes traditionnels agro-sylvo-pastoraux, voilà, qui ont abouti à une érosion importante de la forêt, avec une multiplicité d'usages, une surexploitation qui a abouti à une érosion très forte de la forêt au milieu du 19e siècle, qui fait qu'à la fin du 19e, début du 20e, on a eu tous les chantiers de RTM, de restauration des terrains en montagne. Ça, c'était quelque chose de très important qui a fait revivre indirectement la forêt pendant plusieurs décennies. Et puis au XXe siècle, comme l'a dit Pierre, un exode rural et puis une tertiarisation de la forêt. La forêt est devenue un objet de préoccupation sur le plan de la biodiversité, de sa socialisation, de la mise en réserve de patrimoine, etc., etc.
donc des fonctions importantes de socialisation et puis de protection. Et puis, aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Et au XXIe siècle, on est en train, c'est un peu l'objet de nos discussions de ces 3 journées, on est dans une logique de réinvestissement, voilà, dans un contexte de réappropriation intelligente de la forêt, avec ce qu'on appelle la nouvelle conservation. La nouvelle conservation, c'est quelque chose qui est, d'un point de vue des dynamiques socio-économiques, quelque chose de nouveau, d'intéressant, et qui consiste à valoriser la diversification des fonctions, donc des services écosystémiques, dans une optique contexte dépendante. Voilà. Quand je dis contexte dépendante, c'est-à-dire que chaque type de forêt, chaque type de région, chaque type de système socio-économique doit définir lui-même ses propres actions sur la forêt et sa manière de regarder la forêt. Bon, c'est un peu un processus d'anthropocénisation qui est en cours, qui est encore un peu balbutiant, mais qui se traduit dans les politiques publiques. Par exemple, l'Agence nationale de la biodiversité qui vient de se mettre en place est en train de réfléchir à ces trucs-là. Comment mettre en œuvre ce qui est inscrit dans la loi depuis la loi d'avril 2006, la loi sur la solidarité écologique, économique et sociale, qui a abouti à la révision des parcs nationaux, de la stratégie sur les parcs nationaux, avec cette notion de réappropriation par les populations et les populations humaines locales. Et alors là, on est à l'interface entre nature et culture. Voilà. On parle des usages et on dit que les usages sont contexte dépendants, c'est-à-dire qu'ils dépendent de la volonté et du dialogue avec les sociétés locales. Les forêts sont ancrées dans des territoires. C'est ce qu'on pense maintenant. Ils sont des territoires, on est bien tous d'accord avec ça, dont la nature et l'histoire déterminent les usages que la société en fait et qui participent à leur identité. Voilà, une forêt corse n'est pas une forêt de l'Hérault ou une forêt des Bouches-du-Rhône. Elle est ancrée dans le territoire corse avec les populations qui lui sont attachées. Donc le territoire est une interface entre nature et culture. Voilà. Il est porteur d'une pluralité de services socio-écosystémiques. Voilà, c'est pas simplement le service écosystémique, mais socio-écosystémiques qui peuvent être matériels et immatériels. Alors, d'un point de vue philosophique, on parle de ce qu'on appelle le dualisme, la nature contre la culture, à quelque chose qui relève du monisme. C'est la nature intégrée à la culture. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est quelquefois un peu polémique pour les conservateurs purs et durs, mais qui traduit une volonté de ne plus considérer la forêt fort comme quelque chose d'extérieur, mais comme quelque chose d'intérieur à la compréhension des sociétés humaines. Voilà. Alors évidemment, il y a tout le problème des concurrences spatiales à gérer, voilà, les problèmes d'urbanisation, voilà, les problèmes de dualisme entre la forêt et l'agriculture, le sylvopastoralisme, toutes ces choses-là qui nécessitent des arbitrages. Mais en tout état de cause, le territoire est un support pour les politiques publiques relatives à la forêt, aussi bien pour adapter au contexte régional, hein, ce sont les programmes régionaux bois-forêt, et pour intégrer les spécificités locales dans des schémas globaux. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau, qui, à mon avis, est très novateur et qui pose la question de la protection de la forêt. La protection au sens strict, au sens fondamental, au sens traditionnel du terme. Et là, on assiste à une évolution qui est intéressante. Vous savez que la protection de la forêt a un peu commencé de manière un peu emblématique et de manière un peu symbolique avec les fameuses séries artistiques de la forêt de Fontainebleau. C'était l'école de Barbizon, et c'est là que les premières réserves forestières dans la forêt de Fontainebleau ont été établies. Et puis ça a été un peu, ça c'était à la fin du 19e, ça a été un peu à l'origine d'une prise de conscience de la nécessité de faire des espaces vraiment protégés, ultra protégés,
à l'abri de toute influence humaine, qui a débouché sur la création des parcs nationaux. Je vous rappelle que le premier parc national créé au monde a été le parc de Yellowstone en 1872, que le premier parc national français est venu près de 100 ans après, c'était le parc national de la Vanoise en 1960, et tout ça, ça procédait d'une nécessité de protéger la nature contre l'homme. Il fallait garder des petits morceaux de nature, de wilderness, comme disaient les Américains, à l'abri de la convoitise des humains, et ça revenait un peu à protéger la nature contre l'homme. Voilà, alors on mettait sous cloche des coins de nature pour faire plaisir aux écolos, et puis on faisait n'importe quoi à côté. N'importe quoi à côté. Ça s'est d'ailleurs un petit peu traduit dans les espaces méditerranéens français par la politique de la DATAR dans les années 60. Ou si vous vous souvenez bien, la DATAR, qui était pilotée à l'époque par Olivier Guichard, avait eu comme mandat de la part du général de Gaulle de faire de la façade méditerranéenne 3 blocs, deux blocs de production, un bloc de production industrielle avec fosse, un bloc de production touristique avec la mission Racine de mise en œuvre touristique du Languedoc, avec la Grande Motte et tous ces machins-là. Et puis, entre les deux, on met sous cloche la Camargue. Alors, on calme les écolos en leur disant, on protège la nature en Camargue et fichez-nous la paix à droite et à gauche de la Camargue. C'était un petit peu ça, ce qui s'est passé à ces époques-là. Et les parcs nationaux, ça a été un petit peu ça. Ça, c'était protéger la nature contre l'homme. C'était dans les années 60. Ce qui faisait que les parcs nationaux avaient une législation qui est maintenant complètement dépassée. Parce que comme la loi fondatrice du 22 juillet 60 sur les parcs nationaux, avec son décret d'application de 1961, précise que si la loi est un petit peu vague, le décret, lui, il est très précis. Voilà. Une série d'interdictions. Tout est interdit, sauf autorisation du directeur. Voilà. Le décret annonce donc aux populations des servitudes qu'elles auront à subir sans leur préciser les avantages qu'elles en retireront. Effectivement, les combats homériques, épiques qui ont eu lieu autour de la Vanoise procèdent de ce dualisme, si vous voulez, entre cette nécessité de protection intégrale contre les populations locales et puis les aspirations de ces populations-là. Ce qui fait que, si je vous raconte tout ça, parce que c'est quand même important pour notre perception qu'on a maintenant de la forêt méditerranéenne et de l'avenir qu'on doit lui réserver à cette forêt, on assiste donc, dans les années 60, à une écologie qui dissociait, qui opposait les activités humaines au processus écologique. On exploitait la forêt, on faisait ce qu'on voulait dans la forêt, mais on protégeait les petits oiseaux dans les parcs. C'est la métaphore du bocal ou de la mise sous cloche. Et puis, dans les années 2000, c'est donc tout récent, on a carrément un glissement épistémologique en passant de la nature à protéger vers des ressources naturelles. Le mot ressources en dit long, puisque ressources, c'est éventuellement utilisable directement par les humains, vers les espèces rares qu'il faut protéger, à patrimoine naturel, puis à ce terme fourre-tout qui veut rien dire du tout, ou presque rien dire, de biodiversité. Et c'est moi qui vous dis ça, de biodiversité. Bon. Et puis alors, on a eu à partir de 2006, et de plus en plus maintenant, l'émergence d'une notion qui est inscrite dans la loi, c'est quelque chose qui est pris en compte par les politiques publiques, de solidarité écologique, c'est la loi du 14 avril 2006 sur les parcs nationaux. Et puis qui s'est un peu précisé dans la législation par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, c'est la trame verte et bleue. La trame verte et bleue, elle prend explicitement en compte les mécanismes écologiques, en particulier les mécanismes de dispersion en liaison avec ce qu'on peut attendre du changement climatique. Donc ces évolutions-là, elles sont évidentes. Donc on part de la protection de la nature à une gestion intégrée des écosystèmes, ce qu'on appelle la nouvelle conservation. Dans les bouquins ou dans les articles scientifiques sur la
conservation, la biologie de la conservation, on est en train de shifter de cette conservation stricte, pure et dure, vers une nouvelle conservation. Et dans la stratégie nationale de biodiversité, c'est explicitement indiqué. Voilà. Donc, cette gestion intégrée qui nécessite une acceptabilité sociale et une co-construction, et c'est l'objet de nos journées de travail actuellement, de co-construire un projet, un nouveau projet territorial, étant entendu que les territoires sont porteurs d'usages multiples, tous les usages que je vous ai déclinés l'autre jour, mais qu'on peut formaliser et réglementer d'une façon un peu plus efficace. Donc, conservation entre les différentes parties prenantes, évidemment, les élus, les acteurs traditionnels du monde rural, associations, etc., etc. Et l'objectif est de socialiser l'objectif de conservation de biodiversité. Faire approprier par les intéressés cette notion de, pas simplement de service écosystémique, mais de biodiversité. Voilà, j'ai presque fini. Et ça nous amène à réfléchir dans le cadre des nouvelles configurations territoriales qui sont réalisées en France actuellement, hein, avec nos 4 régions, à essayer de construire ça de façon un peu intelligente. Je ne vais pas discuter de cette histoire-là, mais le problème, c'est de réaliser ces continuités écologiques, de respecter la biodiversité, et puis quelque chose dont je ne parlerai pas du tout, c'est comment faire pour composer avec les changements climatiques. Ça, c'est quelque chose qui est très, très compliqué, actuellement très incertain, parce qu'à vrai dire, personne ne sait très bien comment faire. En tout cas, le problème, c'est de se réinvestir par réappropriation, une réappropriation contexte dépendante, avec, ça c'est le dernier rapport de la stagiaire de Jean, là, qui a fait à partir de l'IFN un premier essai qui devrait nous permettre de mettre en œuvre dans chaque région d'une manière particulière et spécifique à chacune, à mettre en œuvre donc la solidarité écologique, économique et sociale, étant entendu que les domaines forestiers de l'Occitanie ne sont pas les mêmes que ceux de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et pas les mêmes que ceux de la Corse. C'est maintenant, à nous, on a le chantier à ouvrir est énorme, mais magnifique, à condition que chacun y mette un peu de bonne volonté pour reprendre sur de nouvelles bases les conceptions qu'on a de la forêt et de ce qu'on veut en faire pour l'avenir. Alors ça, on pourra en parler, ce sont toutes les déclinaisons qui ont été faites dans le mémoire de Mademoiselle Veuillenne, ici, qui vient de paraître, hein, il est sorti il y a 3 ou 4 jours, donc on en a vite profité, et c'est des pistes de réflexion qui devraient pouvoir nous permettre d'agir de manière intelligente. Voilà. Alors vous savez qu'il se trouve que dans la région PACA est la région de France qui est la plus riche en territoires plus ou moins préservés, dans lesquels on essaie de mettre en œuvre cette coquille vide qu'est le développement durable, remplir un peu la coquille. Et la notion de trame verte et bleue est effectivement évidente à travers les continuités territoriales qu'il peut y avoir entre les différents parcs naturels régionaux en vert ici, voire parcs nationaux en jaune ici, vous voyez, avec cette notion de continuité territoriale entre les espaces, comme indiqué en haut à droite de la figure. Voilà, et ben je crois que j'ai terminé. Alors je ne vous parle pas des réponses au changement climatique. On assiste actuellement à une quantité de modélisation. On fait des tas de modèles plus sophistiqués les uns que les autres pour prévoir la manière dont les arbres se déplaceront en réponse au changement climatique. En réalité, on ne s'affiche rien sur la façon dont non seulement les espèces, mais surtout les assemblages d'espèces vont bouger. On a
moi, je suis un peu spécialisé dans les pertes, dans les oiseaux, comme vous le savez, hein. Alors, on a des données intéressantes qui montrent que certaines espèces répondent au changement climatique en remontant en altitude et en latitude, et puis il y en a d'autres qui ne répondent pas du tout aux sollicitations du climat. Quant aux assemblages d'espèces, c'est-à-dire aux communautés, c'est encore bien plus compliqué d'avoir la moindre idée des choses, la façon dont les choses vont passer. Le mieux, c'est de faire du wait and see et d'être prudent dans la gestion, parce qu'on peut guère faire plus pour le moment.